Bonjour tout le monde et tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le 19e épisode de la création d'un jeu 2D sur Unity. Aujourd'hui on verra ensemble comment on fait des animations, alors on a déjà vu ensemble les animations dans l'épisode 5 il me semble, mais aujourd'hui on ira plus loin avec notamment l'utilisation de layers, c'est-à-dire des calques pour les animations. On a déjà vu comment changer de sprite lors d'une animation et changer la position, notamment en utilisant des courbes pour que l'animation soit plus fluide. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire dans un premier temps, et ensuite nous verrons ensemble comment utiliser les layers. N'oubliez pas que le jeu est testable, le lien est dans la description, et vous pouvez répondre au sondage pour choisir le sujet de la prochaine vidéo. Le lien est en haut à droite, et je vous fais la présentation des sujets en fin de vidéo. Alors c'est parti, donc téléchargez dans un premier temps les images qui sont dans la description. Donc on va avoir deux nouvelles images. Le monstre, donc les animations de marche, ça c'est l'animation de saut, on n'en a pas besoin pour le moment. Et ça, c'est les animations d'attaque, donc c'est quand le joueur se fera tuer, donc on va jouer cette animation. Et on a également le personnage avec son animation de marche. Alors c'est parti, on va changer de scène juste pour voir le personnage, donc on va dans la scène run. On a notre personnage et on a ses animations, donc on va sélectionner le personnage et il n'a pas d'animation. Donc dans un premier temps, eh bien, on va lui créer une animation et on va l'associer au personnage. Donc notre personnage a deux animations, l'animation de marche et l'animation de saut. Donc on va dans animation, on va lui créer la première animation, Hero Walk Anime. Et donc ce que va faire cette animation, c'est changer de sprite. Donc il y a 8 sprites au total et elle va les changer au fur et à mesure. Alors on va découper ces sprites. Donc on sélectionne notre image, on sélectionne le sprite mode et on lui dit que c'est un multiple. Maintenant lorsqu'on va faire Apply et qu'on fait Sprite Editor, on va pouvoir le découper en plusieurs morceaux. Alors on va utiliser la fonction qui permet de découper les morceaux automatiquement. Donc on clique sur Slice, on sélectionne Grid by Cells et en X on est sur 320 et en Y en hauteur on est sur 324. Si on fait Slice, on a toutes nos parties du personnage qui sont découpées automatiquement. On fait Apply et maintenant lorsque l'on clique sur la flèche pour dérouler, on a toutes les différentes positions de notre personnage. Et donc dans notre animation, on fait Add Property, Sprite Renderer, Sprite, et on va lui glisser tous les sprites au fur et à mesure. Alors mon animation elle va durer à peu près une demi-seconde. Donc notre première image elle est là. Ensuite, on glisse la deuxième image à peu près à 0,04, la 2 à 0,08, et en fait, toutes les 0,04 secondes, on rajoute une image. On fait ça à 0,012, la 4, on la met à 0,16, 5 à 0,20, 6 à 0,24, et enfin la dernière à 0,28. On délète la dernière et voilà. Et donc là, si on va mettre la scène en gros, on double-clique sur notre personnage, donc là on a un gros plan. Et lorsqu'on fait preview et qu'on lance l'animation, on a bien notre personnage qui marche. Donc on peut enlever le preview. Notre personnage par contre il a toujours cet ancien sprite, donc on peut le modifier. On va utiliser le sprite de base, hein. Hop, déjà comme ça ce sera mieux. Et voilà à quoi ressemble notre personnage lorsqu'il marche. Alors on va aussi pouvoir réduire un tout petit peu la box de collision parce que je trouve qu'elle est un peu trop élevée. Et comme ça, le jeu sera un petit peu plus facile parce que la box de collision est réduite. Et ça collera plus au personnage. Maintenant on va lui ajouter une nouvelle animation, c'est l'animation de saut. Donc on va créer un new clip. On va l'appeler Hero Jump Anime. On va faire pareil, ajouter les properties Sprite Renderer Sprite. Et on va lui laisser cette sprite. Ou alors on va lui en mettre une autre. Alors laquelle on pourrait choisir. Celle qui fait un peu plus le saut à la limite. Donc on a mis deux fois l'image 4. Un avant et un à la fin. Du coup notre personnage ne bouge pas, il est comme ça. Et lorsqu'on appuiera sur la barre espace, du coup il changera de sprite et il gardera celui-là. Et maintenant il s'agirait de faire jouer ces animations
à notre personnage lors du jeu. Donc, dans un premier temps, on va dans notre dossier animation, on va cliquer sur notre Hero Jump et on va lui dire que c'est un loop time. Alors de base ça dépend, il est déjà activé, mais peut-être qu'il n'est pas activé, il vaut mieux l'activer au cas où. Et Hero Walk, pareil, c'est un loop time, donc ça veut dire qu'il va être joué en boucle. Donc, après ici, il y a le Cycle Offset qui permet de dire combien de fois on veut que notre animation soit jouée. Donc si on le met à 0, elle sera jouée à l'infini en boucle. Si on la met à 1, elle sera jouée qu'une seule fois, à 2, 2 fois, etc. Donc on va la laisser à 0 puisqu'on veut que ça soit joué en boucle. Bon, et bien maintenant, si on a fait les choses bien comme il faut, on va avoir un animator qui s'appelle personnage, du nom de notre GameObject. On va le mettre sur le côté là, avec l'animation. On va l'écarter un petit peu. Et donc on va avoir Hero Walk et Hero Jump. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que il y a déjà cette partie qui est reliée. Donc si on lance le jeu, on va déjà avoir notre animation qui se joue en boucle pour notre personnage. Par contre, vous voyez que quand il saute, eh bien, il continue de marcher. Il continue à faire son animation de marche, donc c'est pas terrible. Donc on va créer une nouvelle liaison entre Hero Walk et Hero Jump. On va en créer deux en fait. Donc on va cliquer sur Hero Walk Anime. On fait clic droit Make Transition et on va cliquer sur Hero Jump. On fait la même chose pour Hero Jump Make Transition et pour Walk Anime. Donc ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire que lorsqu'on va sauter, on va pouvoir passer de l'état de marche à l'animation de saut. Et lorsque notre héros aura fini de sauter, il pourra reprendre son animation de marche. Donc on va paramétrer ces choses-là. On va dans Paramètres et on va créer un nouveau paramètre qui sera un booléen. On va l'appeler isJumping. Donc on va cliquer sur la première flèche, celle de Hero Walk vers animation, vers le saut. Et lorsqu'on clique, voilà ce qu'on a. Donc on a un petit panneau qui nous explique la transition entre notre animation Walk et notre animation Jump. Donc on va aller dans Settings. Le Exit Time, on va le mettre à 0. La transition, on le laisse à 0,25 et on va cliquer sur As Exit Time, on le désélectionne. Ensuite, on rajoute une condition. Le isJumping est égal à true. Donc lorsque le héros est en train de sauter, on va faire la transition. Le héros jouera l'animation de saut et lorsque le héros ne sera plus en train de sauter, on reviendra sur l'animation de marche. Et le 0,25 de transition duration, c'est-à-dire que le personnage va continuer un tout petit peu de marcher pendant un quart de seconde avant de faire son animation de saut. Ça va permettre de faire une petite animation avant que le joueur saute. Ça devrait rendre plutôt bien. Ensuite, lorsqu'on va cliquer sur la deuxième flèche, cette fois-ci on met 0 partout, même au transition duration, parce qu'on n'a pas besoin d'animation sur notre saut, puisque le saut c'est juste un seul sprite. Donc on met à 0. Le As Exit Time on l'enlève et on enlève tout. On rajoute une condition, le isJumping cette fois-ci il est égal à false. Si on lance le jeu maintenant, rien ne se passera de différent. C'est-à-dire que si je saute, eh bien il ne se passe absolument rien. Alors pourquoi il ne se passe rien? Puisque ce paramètre, il faut le changer dans les scripts. Alors on va sélectionner notre script CharactBehavior, on va l'ouvrir et on va faire un petit changement dans notre fonction jump. Pour pouvoir modifier les animations de notre paramètre dans la fonction jump, il faut déjà lui donner en paramètre l'animator. Donc on fait public animator et on va l'appeler anime. Ensuite, dans la fonction jump, on lui fait anime.setBool comme ceci. Entre parenthèses, on lui met le nom de notre paramètre qui était isJumping. On fait une virgule et on lui demande de le mettre à true. Ensuite, on va copier ce bout de code et on va le coller dans notre onCollisionHunter. Lorsque notre joueur rencontre un élément de type sol, donc on estime qu'il a arrêté son saut et on lui met donc que le paramètre isJumping est égal à false.
et il reprendra son animation de marche. Donc on en a fini avec les scripts. Maintenant on va sélectionner notre personnage et on va lui passer en paramètre son animator. Donc on le sélectionne et on le fait glisser dans Anime. Et maintenant lorsqu'on lance le jeu, lorsqu'on saute, il a une petite animation de saut. Hop, et voilà. Et il continue de marcher lorsqu'il retouche la terre ferme. Voilà pour le personnage. Maintenant on a un monstre derrière nous qui ne bouge pas du tout. Et ce qu'on aimerait faire, eh bien, c'est le faire marcher dans un premier temps. Donc pour ça, on va sélectionner notre monstre, Monster System. On va lui ajouter une nouvelle animation. Pareil, donc on va dans Ressources, Animation. Et on lui donne le nom Monster Walk Anime. Et notre monstre, du coup, on va prendre les images et on va les redécouper. On sélectionne notre image de monstre. On lui dit que c'est un sprite mode multiple. On sélectionne le sprite editor, on fait apply bien sûr. Et on va faire slice, grid by cells. On met 500 en largeur et 565 en hauteur. Maintenant, lorsqu'on slice, on a toutes les catégories de notre monstre, toutes les animations qui sont séparées. On apply évidemment. Maintenant, on va pouvoir lui mettre les premières animations de marche. Alors l'animation de marche va de Monster 0 à Monster 7, juste ici. Donc on va commencer. On fait Add Property, Monster. On prend son Sprite Renderer, Sprite, et on clique sur le plus. Ensuite, on peut delete la clé ici puisqu'on n'en a pas besoin. On la remplace par notre première image. On va zoomer un peu dans l'animation. On supprime la dernière slide, on n'en a pas besoin. Le dernier sprite, on n'en a pas besoin. Et on va zoomer un petit peu. Donc on a la première image. On peut rajouter la deuxième à 0.4. Troisième à 0.8. À 0.12, on met la quatrième. À 0.16, on met la cinquième. 0.20. La sixième, la septième à 0.24, juste ici. Et la huitième, hop, à 0.28. Et lorsqu'on lance l'animation, on a notre personnage qui... on a bien notre personnage qui marche. Alors pourquoi il marche à l'envers? Eh bien tout simplement parce qu'on avait modifié notre rotation en Y, parce que notre image était dans ce sens là. Alors on arrête notre preview, on va dans Monster, et maintenant sa rotation, on la met à 0. Son sprite renderer, on peut le changer et le mettre avec celui-là. Et on a fini pour l'animation de marche. Donc pareil, on va dans animation, Monster Walk. C'est bien un loop time, donc notre animation sera jouée en boucle. Maintenant, j'aimerais savoir, puisqu'on a utilisé une autre image, si notre monstre est bien calé derrière nous ou s'il est un peu surélevé. Et là, on voit qu'il est un tout petit peu surélevé par rapport au sol. Donc, pour caler un petit peu le monstre un peu plus bas, ça va se jouer dans le script Monster Behavior. Donc, on va ouvrir le script et on va réduire à cette ligne-là, Transform.Position. On l'avait mis à -2.6 et on va le mettre à -2.76 par exemple. Si on enregistre et qu'on relance le jeu, notre monstre est bien collé sur le sol. Alors il n'a pas encore l'animation de marche, puisque pour le moment il n'est pas dans le bon layer. Mais ça on va voir ça plus tard. Donc on a bien notre monstre et on va également lui ajouter l'animation d'attaque de notre monstre. Donc on va créer un nouveau clip. Toujours pareil dans animation. On va l'appeler Monster Attack Anime. Et on enregistre. Donc pareil, Monster Attack Animation, c'est juste un changement de sprite. Donc on sélectionne le sprite. Et l'animation se déroule de Monster 10 jusqu'à Monster 17. Donc pareil, pour respecter le même ordre d'échelle, on espace les images de 0,4 secondes à chaque fois.
Donc on a le monster 10, monster 11 à 0,04. Ensuite, une fois qu'on a positionné chaque image, on rajoute l'image 10 à la fin pour que ce soit plus fluide. Et voilà l'animation qu'on a. Donc notre monstre agite sa hache pour tuer le personnage. Maintenant, lorsqu'on va sur l'animator du monstre, donc on avait déjà fait les différents états de notre monstre, lorsqu'il se rapproche, lorsqu'il va plus loin, lorsqu'il tue le joueur, etc. Et là, on a nos deux nouvelles animations qui sont apparues. Donc on va les supprimer tout simplement. Et on va créer un nouveau layer. Donc on clique sur layer, là c'est notre base layer. Et on va lui rajouter le behavior layer. Donc on a rajouté un layer qu'on a nommé behavior layer. Et on va lui rajouter les différentes animations. Donc on va cliquer sur animation, on lui rajoute l'animation monster walk dans un premier temps. Hop. Et ensuite on lui rajoute monster attack. Aussi, on va cliquer sur Monster Walk. On a dit que c'était un loop time à l'infini, mais Monster Attack, ça va être une loop. On va la mettre maximum de 3. Donc, il va agiter sa hache 3 fois, et ensuite, l'animation va s'arrêter. Et ensuite, contrairement à ce qu'on avait fait avant, on va créer une animation, une transition, dans un seul sens, vers l'attaque. Puisque quand le monstre attaque, il n'y a pas de possibilité qu'il remarche derrière. Ça voudrait dire que le joueur n'est pas mort, alors que c'est ce qu'on veut. C'est jouer l'animation du décès. Ensuite, eh bien, pour la transition, on va faire une transition de 0. On met 0 en exit time, 0 en transition duration, et 0,25 en transition duration, et on enlève le as exit time. Ensuite, dans le condition, on rajoute une condition, c'est lorsque le state est greater, est plus grand que 1. Cette animation est jouée en boucle, et maintenant on va paramétrer notre layer. Donc notre layer de base, elle est en override. Ça veut dire quoi override? Ça veut dire qu'elle va jouer par-dessus notre base layer. Et c'est pas tout à fait ce qu'on veut, nous, on veut qu'elle soit additive. C'est-à-dire qu'on veut prendre en compte les animations qui sont dans notre base layer, et jouer par-dessus l'animation du changement de sprite et de l'attaque. Donc on va jouer là-dessus et on va mettre le weight, le poids, on va le mettre à 1. Et maintenant, lorsqu'on lance le jeu et qu'on se fait percuter, on a bien notre monstre derrière nous qui marche. Et ensuite, lorsqu'on se fait tuer, on a notre monstre qui nous attaque. Alors il n'a pas le temps de finir son animation 3 fois. Donc en soi, on peut même éviter de le mettre en loop time. On va dans Monster Attack, loop time, on l'enlève. Et donc voilà pour l'animation de notre monstre et de notre personnage. Et maintenant, j'aimerais rajouter une petite animation pour les obstacles, pour qu'ils soient un peu plus visibles à l'écran. Puisque lorsqu'on joue, on a le poulet, on a le fantôme, on a la girafe, mais ils sont statiques à l'écran. Ils sont aussi statiques que les plateformes par exemple. Donc on les voit, enfin ils se dénotent pas assez par rapport au reste de l'écran. Donc j'aimerais rajouter une petite animation, rien de très spécial. Il n'y aura qu'une seule animation pour les 3 personnages, donc ça va être très simple. Mais on va devoir faire une petite modification au niveau des préfabs. Donc on va sélectionner le poulet et on va lui rajouter un élément de type empty qu'on va appeler body. Et ensuite on va rajouter tous les éléments qu'il y a dans le chicken, on va le mettre dans le body. Donc on va sélectionner le sprite renderer, on fait copy component, on va sur le body, on va sur les 3 petits points ici, et on fait pass component as new. Là ça va nous rajouter le sprite renderer. Ensuite on va faire pareil pour le circle collider, on va faire copy component, dans le body on fait la même chose, pass component as new. Et donc on a notre Circle Collider, notre Sprite Renderer, et on peut supprimer donc ces deux composants dans notre chicken. Remove Component, Remove Component. Donc on a notre body ici, et là on n'a rien. Là on n'a rien, mais on va pouvoir ajouter un animator plus tard. On va faire la même chose pour le ghost et pour la girafe.
Aussi, pour que ça marche, on va uniformiser nos positions pour girafe, ghost et pour le poulet. On va tous les mettre à 0, 0 et moins 1. Ok, maintenant qu'on a tout changé, on va par exemple prendre notre chicken. On va dans animation. On fait clic droit, create animator. Animator controller. On va l'appeler obstacle. Et ensuite cet animator, on va le glisser sur notre chicken. Sur le chicken, pas sur le body. On va le glisser dans le chicken et on va lui rajouter une animation. On sélectionne donc notre chicken, on fait create animation. Dans notre dossier animation, on va l'appeler obstacle idle anime. Donc maintenant, au lieu de faire add property, on va sélectionner notre body et on va faire un record. Donc c'est le point rouge là. Et on va lui dire à 0,3, je veux que ta position soit comme ça. Donc là, il va automatiquement me placer les différentes clés. Et donc, il va me faire quelque chose comme ça, une animation où le poulet s'aplatit. Donc ça, c'est nickel. On récupère aussi les clés, le petit carré en haut, tout en haut. On fait clic droit. On sélectionne, on fait CTRL-C et à 1 seconde, on fait CTRL-V. Donc comme ça, on a le poulet qui s'aplatit et qui redevient normal. Et ensuite, on refait CTRL-V et on déplace les clés à peu près à 2 secondes. Donc comme ça, on a une animation où le poulet s'aplatit et puis il redevient normal. Il se réaplatit, il redevient normal. Ça, c'est une animation qui sera jouée de base. Et donc, lorsqu'on sélectionne notre animation Obstacle Idle, il est bien en loop time et il sera joué à l'infini. Donc ça, c'est valable pour le poulet. Maintenant, on va pouvoir ajouter cet animator à notre ghost. On fait obstacle et on l'ajoute. Et comme obstacle, et comme le fantôme a déjà un composant body, il va pouvoir donc reconnaître le composant body. Et lorsqu'on joue l'animation, il va faire pareil, la même chose, faire réduire la taille de notre fantôme. On fait pareil pour la girafe. Et notre girafe, elle fait la même chose, elle réduit. Alors voilà, maintenant ce qu'il nous reste à faire, si dans les waves on n'a pas utilisé les préfabs, il va falloir modifier tous nos poulets et les mettre en fonction de notre préfab. Donc par exemple là, j'ai mon poulet qui est chicken, il n'a pas été modifié parce qu'il ne faisait pas partie de la préfab. Par contre, si je vais sur mes nouvelles waves, la wave 10 où j'ai utilisé les préfabs, j'ai bien mon poulet avec mon body qui a été modifié automatiquement. J'ai mon fantôme qui a été modifié automatiquement, il a aussi son body. Et il y a également la girafe qui a été modifiée. Alors par contre, du coup, le fantôme, lui, il est un tout petit peu plus grand. Et le poulet également. Donc, dans préfab, on va remettre le poulet qui était à 0,04 et 0,4. Sélectionne notre fantôme 0,5 et 0,5. Et maintenant, lorsqu'on retourne sur la wave 10, il a été modifié et il est bien à la bonne taille. Donc on va faire ça, on va modifier les waves pour chaque wave qui n'a pas été modifié. Donc le chicken par exemple, hop, il est là, donc petite technique. Déjà on va agrandir la phase scène. On sélectionne notre chicken, on va dans notre préfab, on sélectionne notre chicken, on le glisse là-dedans. Donc on a chicken 3 qui est ici. Et on va le glisser exactement à cet endroit-là. On pourrait également faire un 3 petits points copy component, aller dans notre poulet et faire pass component value. Et il est exactement au même endroit où il était. Ensuite, on a juste à supprimer notre chicken qui n'est pas modifié. Et on a notre chicken modifié au même endroit. Donc on va faire la même chose pour le deuxième poulet. On fait pareil pour les fantômes. Et on a notre wave qui est prête. Maintenant, on n'a plus qu'à faire ça pour toutes les waves avec lesquelles
On n'a pas utilisé les préfabs et le tour est joué. Alors maintenant, avant de tester, on va juste modifier une dernière chose dans nos préfabs. C'est que le body, maintenant, il doit être à obstacle. Puisque sinon, le box collider ne sera pas pris en compte. Donc, on modifie le body du chicken, on modifie le body du fantôme à obstacle. Voilà. Et on modifie le tag de la girafe à obstacle également. Voilà, maintenant lorsque l'on va lancer le jeu, on va donc jouer les animations et on va également pouvoir se prendre les obstacles comme avant. On a bien notre personnage qui marche et le monstre derrière nous qui marche également. Donc là on a un jeu qui est plus dynamique qu'avant avec des animations. On a toujours notre monstre qui saute pas, hein, qui lévite au-dessus des trous. Et puis donc voilà, donc on aura vu ensemble l'utilisation des layers, à quoi ça sert. Donc ça permet à notre monstre de jouer ses animations comme avant et par-dessus pouvoir également changer des sprites. Donc c'est un peu comme dans Photoshop, hein, c'est système de calque, sauf que là c'est des calques pour les animations. Donc je vais vous présenter les 3 prochains sujets. Vous pouvez voter en haut à droite, il y a un lien dans lequel vous pouvez voter pour le sujet de la prochaine vidéo. Donc le premier sujet, c'est toute la phase tutoriel du jeu. Donc on va faire ensemble une scène spéciale pour faire apprendre du coup comment sauter, quels sont les obstacles, les pièces qu'il faut ramasser et également l'élément magnet, à quoi il sert, etc. Donc toute une phase tutoriel finalement. Donc on aura ça. On a également pour le deuxième sujet, c'est les effets de particules. Donc c'est un autre truc, on n'a pas vu ça dans Unity, mais Unity nous permet de faire des particules. Donc les particules c'est assez lié à des animations, mais c'est des effets numériques qui permettent par exemple lorsque je saute, créer un nuage de poussière sous mes pieds lorsque j'atterris. Ça c'est un effet de particules. Et c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble si c'est le sujet qui a été choisi. Et enfin on a comme troisième sujet le niveau 5 des améliorations. Donc lorsqu'on achète une amélioration niveau 5, en plus de durer plus longtemps que les niveaux précédents, elle va pouvoir être améliorée, c'est-à-dire qu'elle aura, par exemple pour l'aimant niveau 5, elle va pouvoir aussi multiplier nos pièces par 2 lorsqu'on a l'aimant actif. Ou alors, lorsqu'on utilise le bouclier, on sera également invincible sur les trous, on ne pourra plus tomber dedans. Donc voilà, vous pouvez donc répondre au questionnaire en haut à droite de l'écran. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez appris plein de choses. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et likez la vidéo si vous avez apprécié. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!